Mesdames et messieurs, bienvenue en Altitude, où nous n'avons pas attendu que le roman Guillaume et Nathalie soit mis sous les feux des projecteurs pour accueillir sur notre plateau son auteur Yannick Laens. En une semaine, elle a obtenu 2 prix internationaux pour son roman paru chez Sabine Westpizer en 2013, le prix Adelphes et le prix Carbet des lycéens, d'où cette rediffusion revisitée avec l'auteur. Nous avons le plaisir d'entrer chez vous avec la 2e édition de l'émission Altitude. Comme vous le savez, c'est une émission qui se veut ouverte, intranquille, un vol plané dans le ciel d'un invité. Elle est romancière, essayiste, nouvelliste, détentrice de plusieurs prix littéraires. Parmi ses ouvrages les plus connus, on peut citer L'exil entre l'ancrage et la fuite, Faille, La couleur de l'aube et plus récemment Guillaume et Nathalie. Elle est aussi une coqueluche des photographes. Yannick Laens vit au plus près des mots. Récemment, lors d'une interview accordée à Limoges, Yannick a dit de préférence haut et fort « Je ne suis la messagère de personne ». Yannick Laens, bienvenue à Altitude. Bonjour James, c'est un plaisir pour moi d'être là et puis bon, on va continuer les échanges comme on a l'habitude de le faire. Et je ne suis la messagère de personne. Oui. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux et à celles qui croient que la littérature doit être forcément porteuse de messages? Quand je dis que je ne suis la messagère de personne, évidemment, c'est une façon de me repositionner par rapport à, je pourrais dire, des postures traditionnelles concernant le statut de l'écrivain, le rôle de l'écrivain. Je ne suis la messagère de personne, mais il est évident que ce que je dis reflètera de toute façon ce que je suis. Donc je n'ai pas à dire ce que je suis comme une sorte d'étendard que je dois présenter au préalable pour pouvoir parler. Voilà. Je ne suis pas une messagère des cieux, je ne suis pas un envoyé de la Providence. Voilà. Et donc ça me permet à la fois de me soustraire à un certain nombre d'étiquettes, si tu veux, mais en même temps, ce qui ne me soustrait pas à une responsabilité dans ce que j'ai à dire. Évident, on est toujours responsable de ce qu'on écrit. Toujours responsable. Et comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu as un rituel au réveil pour l'écriture? Est-ce que tu te carbures par exemple au café, le café qu'on boit là maintenant? Est-ce que c'est... Il y a d'autres personnes qui vont sur Facebook pour se réveiller. Aujourd'hui, ils ont comme ça un rapport assez curieux. Oui, il y a toujours des rituels quand on veut écrire. Le mien, c'est que je ne peux pas, comment je pourrais dire, d'entrée de jeu, commencer l'activité d'écriture. Donc, en général, pour aborder l'écriture, je commence par l'extérieur. Donc, je lis autre chose, je prends des notes. Si j'ai une petite liste à faire, même pour des courses, je les fais à ce moment-là. Ça me permet d'arriver petit à petit au centre. Et le centre, c'est l'activité d'écriture. Le centre, l'activité de l'écriture. Et plus récemment, tu as dit que Port-au-Prince, pour toi, c'est un microcosme du monde. Et pour toi, parler justement de cette ville, de ta ville, c'est une manière aussi de parler du monde comme centre. Et dans ton dernier livre, Guillaume et Nathalie, tu as campé cette ville. Et quel rapport justement tu as par rapport à ta ville, par rapport à ce centre que tu captes comme ça dans l'écriture? Oui, c'est quoi comme dualité, cette dualité? Moi, je suis de plus en plus intéressée, surtout que je n'ai pas fait mes études secondaires en Haïti, par l'histoire d'Haïti. Et plus j'ai commencé à aborder cette histoire, plus je me suis rendu compte du caractère tout à fait central de cette histoire au niveau mondial. On a quand même fait l'une des 3 révolutions du monde moderne. Après la Révolution américaine, après la Révolution française,
après et nous avons donc fait notre révolution. En ce sens, on est éminemment moderne, tu vois. Et tous les problèmes qui se posent entre les rapports nord-sud dans la globalisation, tu vas les trouver en Haïti. Donc pour moi, Haïti est une matrice. Tout ce que les autres pays du Sud vivent, on l'a déjà vécu. Donc pour moi, c'est une sorte de référence. Et quand je vais ailleurs, je dis toujours, je n'ai pas le sentiment quand j'arrive d'Haïti que j'arrive d'une périphérie. Donc quand j'écris, je n'ai pas le sentiment aussi d'écrire d'une périphérie. Je viens d'un pays qui a un patrimoine littéraire en français, évidemment l'un des plus anciens du monde d'ailleurs, avec la Belgique et la Suisse, après la France. Et d'un autre côté, je suis adossée aussi à une culture très forte, une culture populaire très forte. Donc ceci fait que je n'ai pas le sentiment d'aborder l'écriture à partir d'une périphérie. Moi aussi, je me sens tributaire non seulement de ce patrimoine, mais en même temps, je sors de l'espace, je pourrais dire, traditionnel dans lequel on enseigne la littérature haïtienne, qui est l'espace strictement francophone. Je m'intéresse à l'Amérique latine, je m'intéresse aux écritures d'ailleurs, quoi. Tu vois? Et c'est en ce sens que je dis, non seulement pour moi, Port-au-Prince est un centre, Haïti est un centre, très atypique dans la Caraïbe, très atypique dans la région, mais en même temps, je pense que tout écrivain devrait se situer dans un centre. Oui. Comme l'a dit Édouard Glissant, qui a dit que le lieu est incontournable. Et pour certains, par exemple, la périphérie... Ce sont des concepts d'ailleurs que l'extérieur nous a tout à fait donné, inculqué. Et je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on s'est senti dans la périphérie. Je crois qu'il faut qu'on se sente dans un centre. Ce qui ne veut pas dire qu'on a énormément de problèmes à affronter, à résoudre, mais je crois que l'idée de ce centre me plaît beaucoup. Alors, je partage totalement ton avis. Moi, quand on me parle de sud, je perds le nord. Ouais, et parfois même, je perds mes pédales. Je perds les pédales. Et comme on est dans un monde de globalisation, la notion même de centre commence à... D'ailleurs, il y a des gens qui parlent, non pas de monde bipolaire, multipolaire, mais apolaire. Il n'y a plus de pôle. Donc ça, c'est vrai qu'avec l'évolution des 50 dernières années, il y a énormément de métamorphoses et de mutations, on ne s'en rend pas compte. Il y en a eu plus pendant les 50 dernières années que pendant les 3 siècles qui ont précédé. Donc ça va donner des choses assez incroyables. Il suffit d'être vigilant, attentif et sensible à ce monde qui bouge, tout ça, et se rendre compte. Et un jour, peut-être, on pourrait même substituer le mot centre à l'épicentre. En plus, on serait même bien placé pour... Tout à fait. Voilà, oui. Et Yannick, revenons à ton dernier livre, Guillaume et Nathalie, et publié chez Sabine Westpizer, qui est un livre tout à fait récent. Et comment ça vient, l'invention des personnages, du nom des personnages? Alors, il y a toute une histoire, évidemment, derrière ce livre, comme dans tout livre. Ça faisait longtemps que je voulais écrire une histoire de rencontre entre un homme et une femme. Alors, c'est un peu compliqué quand tu es en Haïti. Est-ce que ton modèle, ça va être Roméo et Juliette, enfin, bon. Ou est-ce que tu vas découvrir ton propre modèle des rapports hommes-femmes en Haïti, qui ne sont pas les mêmes si tu vas dans la paysannerie, qui ne sont pas les mêmes quand tu es dans un milieu urbain, populaire, qui ne sont pas les mêmes, tu sais, si tu vas dans la bourgeoisie. Donc, parce que tu ne peux pas écrire comme ça et te dire je vais faire un livre qui passe partout. Donc, ça me trottait dans la tête. Comment je vais écrire une histoire d'amour qui soit ni dans la pudibonderie, ni dans la vulgarité, non plus. Et en rencontrant un certain nombre de personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait dans les classes moyennes aujourd'hui un phénomène assez inquiétant et intéressant à voir. C'est les couples dont le père ou le mari reste en Haïti et la femme s'en va au Canada ou à Miami parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la précarité, parce qu'il y a le déclassement professionnel qui fait que le mari ne trouvera jamais. Bref. Et pour moi, ça a été le prétexte trouvé pour pouvoir faire l'histoire d'une rencontre. Et j'ai ajouté en plus le décalage générationnel, parce que j'aime beaucoup voir les mutations. Parce qu'on est dans une période de grande mutation. Il a une cinquantaine d'années, et elle au début de la trentaine. Exactement, donc ce décalage générationnel va être aussi un décalage culturel, parce que la culture des gens de 50 ans n'est plus celle de la génération des 30 ans.
Ceux de 50 ans sont encore dans une certaine image d'une Haïti qui a construit son identité à partir de 1804, un nationalisme, etc. Et la génération des trentenaires sont déjà dans une globalisation immédiate. Même la question des langues ne se pose pas de la même façon pour eux, la question de l'histoire ne se pose pas de la même façon pour eux, leurs références ne sont pas les mêmes. Et je montre comment, finalement, malgré ce décalage, l'Eros se fout complètement de ce genre de choses, de ce genre de contradictions. Au contraire, plus il y a de contradictions, peut-être que plus ça aiguise. Bon, donc cette rencontre entre ces deux personnes, voilà. Revenons à l'Eros et aux deux héros de Guillaume et Nathalie. Comment ça s'est opéré en toi? Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je me suis rendu compte qu'en écrivant ce livre, il me fallait ne pas tricher. Parce que l'intimité, quand on triche, on passe à côté. Et moi, je voulais qu'une écriture, justement, qui ne triche pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de décrire un corps qui était violenté, un corps qui se révoltait, un corps qui était dans la dénonciation, qu'un corps qui abdiquait dans l'intimité. Surtout quand il s'agit d'un corps noir, parce que le noir, c'est l'esclavage, c'est la révolte, etc. Et le mystère, et je me dis qu'il y a presque un déni d'intimité. Pour le corps noir, il y a presque un déni d'intimité. Je voulais relever ce déni. Et je me suis rendu compte que même dans la tradition haïtienne, ce déni existait. Mais que c'était beaucoup mieux de dire, voilà, cette femme est violée, cette femme a subi l'inceste, ou bien cet homme a été battu, que de dire, cet homme a abdiqué dans l'Eros, ou bien que cette femme a abdiqué dans l'Eros. Et d'ailleurs, j'appelle ça une parenthèse enchantée. Je ne gomme pas tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le Port-au-Prince dangereux, je ne gomme pas l'Haïti, l'histoire d'Haïti, mais je dis que même dans les moments les plus cruels, une parenthèse enchantée existe. Et ça a surpris pour le lectorat, je pourrais dire, hors d'Haïti. Et je pense que c'est un de mes livres qui a été le plus vendu, le plus rapidement. Et d'un autre côté, en Haïti, ça a surpris parce que on admet qu'on parle de décors au carnaval, qu'on en fasse des grivoiseries, et surtout quand ça vient des hommes. C'est tout à fait admis. Il y a des choses que l'on dit dans les chansons du carnaval, mais qui sont d'une vulgarité incroyable. Mais avoir ce regard qui n'est pas dans la projection, mais qui est dans le mouvement complètement inverse, qui est dans l'introspection, ça a dérangé. Et je me suis dit, finalement, en Haïti, l'intime est aussi subversif que la révolution. Que si nous devons construire, absolument, si nous devons construire l'extérieur, il faudrait qu'on commence aussi par construire l'intérieur. Et je crois que c'est la réaction des gens m'a confirmé ça. Qu'il y avait l'intimité. Ben non. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas une forme de réhabilitation de l'intime? Ah ben oui, oui. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas parler de la rue, je ne pourrais pas parler de l'histoire, je ne pourrais pas parler de la campagne et ne pas parler aussi de l'intimité. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est tout. Il faut tout prendre. Il faut prendre la violence, il faut prendre l'espoir, il faut prendre la douleur, mais il faut prendre aussi l'intime. Je pense que c'est d'ailleurs d'une dimension structurante de toute personne. Donc, oui. Et deux corps qui arrivent, le roman s'ouvre, Guillaume et Nathalie, ils marchent, ils vont vers l'inconnu, le connu, à l'hôtel. Est-ce que tu peux... Ils sont dans son appartement, dans un appartement chez Nathalie. Qu'est-ce que tu voudrais que je... Le premier chapitre. Oui. Alors je dois te dire aussi, ce qui dérange, parce que ça fait partie de... C'est le fait que ça soit une femme. Parce que je me rappelle, quand j'avais écrit La Petite Corruption, un de mes étudiants, il dit simplement le mot cuisse. C'était Madame Laès, qui est mon professeur, comment a-t-elle pu mettre ce mot? Alors que, je sais pas, moi, il y a des écrivains, on prend Franck Etienne ou un autre, disent des choses complètement. Ah, oui, oui. Mais ça, c'est admis. Mais sans doute, cet étudiant a eu raison parce que tu as mis le mot cuisse et puis
tu l'as fait entrevoir des choses. Et puis maintenant, c'est en général comment une femme aussi bien, quoi. Enfin, j'ai l'air quand même d'une femme respectable. Très respectable. Et puis quand même à un âge certain, comment peut-elle, voilà. Donc tout ça, et moi ça me fait plaisir parce que je me rends compte que j'ai touché quelque chose d'assez vulnérable chez les gens. Avec une fausse innocence, une aisance empruntée, comme s'il ne se souciait pas de Nathalie, Guillaume alluma son ordinateur, le regard amusé, au bord de l'ironie. Il laissa monter des notes de musique, donnant sur chaque morceau des informations qu'elle appréciait, mais qu'elle n'avait pas demandées. Miles pour la colère et l'audace, disait Guillaume. Coltrane pour ses notes d'ange ivre. Et Duke pour la joie savante. Nathalie comprit que tout cela lui était destiné, que Guillaume était en train de dévoiler ses batteries. Il faisait le pan, le beau. Il jouait avec ce qu'une phrase musicale pouvait avoir de sensuel, ce qu'un silence pouvait cacher. Tout ce spectacle pour travestir l'instinct, pour prolonger ce jeu du viril et du féminin. C'est fou ce qu'un homme mûr pouvait déployer d'artifices pour arriver à ses fins. Le comble, c'est que le corps de Nathalie avait commencé à décider à sa place. Nathalie était fascinée comme la proie face au félin prête à la dévorer. La musique lui chuchotait des secrets. Nathalie les laissa enfler dans la nuit. Le regard rivé aux lèvres de Guillaume qui fredonnait « So what ?» à son visage perdu dans l'écoute de « A Love Supreme », les yeux mi-clos, comme quelqu'un qui voudrait se protéger du soleil et monter jusqu'au conclave des anges, à ses pieds qui bougeaient comme pour attraper le A-Train. Il y avait les mains de Guillaume, trop près, sa voix trop chaude, sa façon de faire semblant de l'ignorer, mais d'orchestrer un spectacle pour elle, rien que pour elle. Il arrêta la musique sans prévenir. Cette journée m'a épuisé, Nathalie, avant d'éteindre son ordinateur. En regagnant sa chambre, Guillaume se pencha légèrement au passage et demanda à Nathalie « D'où te vient cette passion pour la photo ?»« D'un ami. »« Ah oui ? Antoine, c'est une longue histoire. » Il se pencha, embrassa Nathalie sur la joue et quitta la galerie sans se retourner. Certain désormais qu'elle portait en elle ce que l'amant recherche chez une maîtresse, le goût du jeu, le goût de l'amour. Seule dans la nuit, Nathalie but le fond de la tasse de thé à la citronnelle. Cet homme me plaît. Dieu qu'il me plaît. Je ne pouvais pas m'empêcher, en lisant Guillaume et Nathalie, par rapport au personnage Guillaume, je me disais, qui est de la cinquantaine, toi, tu n'as pas 20 ans. Merci. Je ne pouvais pas m'empêcher de croire que, est-ce que Guillaume, c'est pas Yannick elle-même? Oui, écoute, tous les personnages, quand on écrit, il y a un peu de soi-même. Que tu prennes les personnages de Angélique et Joyeuse dans La couleur de l'eau, c'est un peu moi. Enfin, il y a toujours, que j'écrive sur un enfant, que j'écrive sur une personne, un vieillard, que j'écrive, il y a toujours de moi. Oui, Guillaume et Nathalie, parce que je crois qu'aujourd'hui, puisque je suis sensible, comme je te disais tout à l'heure, aux mutations qu'il y a dans une société, je suis extrêmement sensible à ce qui se passe dans ma génération. En fait, le fait que beaucoup de gens sont un peu déroutés, il y a une déroute de la pensée. Pas seulement au niveau haïtien, d'ailleurs, au niveau universel, il y a une sorte de déroute. Et puis, la génération qui elle-même est de plein pied avec cette globalisation, ce monde apolaire, pour ne pas dire multipolaire. Et pour moi, je me disais, mais comment ça se vit? Comment ça se vit, cette espèce je pourrais dire, de contradiction même qu'il peut y avoir entre les gens de la génération de 50-60 et les jeunes qui ont 30 ans. Et je ne voulais poser aucun jugement. Parce qu'en général, quand on ne comprend pas, on préfère juger. On dit, les jeunes d'aujourd'hui sont ceci, sont foutus, etc. J'ai préféré mettre les deux personnages, peut-être pour essayer de mieux les comprendre aussi, moi aussi, les limites de chaque génération. Voilà. Donc le fait de n'avoir pas jugé aussi, je pense que ça a surpris. Pourquoi devrais-je juger Nathalie? Il y a des amis,
certaines personnes, une lectrice qui m'a dit, mais c'est comme si tu décrivais ma fille, que je ne comprends pas. Et ça m'a aidé un peu à peut-être entrer dans son univers. En même temps, c'est fluide, c'est d'apparence simple, mais c'est très complexe. C'est-à-dire, il y a les corps. Je parle du corps de Guillaume, de Nathalie. Et puis, ce sont autant d'occasions en même temps, chez toi, d'après ce que je comprends, justement pour parler de plein de choses. Absolument. Parler par exemple de Port-au-Prince, de Pétionville, c'est ton lieu d'enfance, de naissance même. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle de Port-au-Prince, je voulais un petit peu parler de ce que j'appelle le royaume de Pétionville. Parce que je l'ai appelé exprès royaume pour montrer finalement les hiatus et l'espèce de coupure qu'il y a entre une catégorie de personnes et une autre. C'est une réalité qui est évidente, qui nous saute à la figure et qui est très actuelle. Donc, c'est pas que je fasse un roman, une parenthèse enchantée, que je ne parle pas de ce qui est avant la parenthèse ou après. La parenthèse existe, mais il y a l'avant de la parenthèse, il y a l'après de la parenthèse. Il ne faut pas oublier par exemple que Guillaume travaille dans une organisation, une ONG. Donc il y a aussi cette espèce de sentiment d'échec de la génération des 50-60 qui voulait faire la révolution, qui est kévariste, trotskiste, maoïste, et qui se retrouve travaillant dans une ONG. Il y a quelque part, c'est un échec, c'est une défaite, c'est un homme dans la défaite. Il est dans la défaite aussi par rapport à sa famille, puisqu'il ne peut pas subvenir aux besoins, la femme est partie, c'est un homme dans la défaite. Et d'un autre côté, on voit comment Nathalie, qui n'est pas passée par le même moule, le même formatage d'éducation, d'histoire, etc., elle n'a aucun problème. Elle dit, je peux mettre ma pierre de beauté dans n'importe quel brasier. Donc il y a une attitude différente par rapport à la vie qui dépend des générations auxquelles appartiennent les deux personnages. Donc tout ceci fait partie de... Il y a le fait que Guillaume arrive dans ce restaurant de Pétionville et il se sent pas très à l'aise parce que la manière dont on le regarde, il sent c'est pas son monde. Et ça existe, hein, écoutez, ça existe, je ne l'ai pas inventé. Oui, c'est une société... J'ai présenté la société telle qu'elle est, donc il y a des gens que ça a dérangé, mais c'est pas grave. Je me dis à la limite, tant mieux. Moi, si ça a dérangé, c'est que ça veut dire... Tu as mis le droit directement. Par exemple, là, Pétionville, à l'apartheid tranquille, à la discrimination soft, dont les codes tacites s'apprennent au berceau. Au berceau. Bah oui. L'enfant est né avec... Et voilà, il y a ce formatage. Tout à fait. Et je pense que beaucoup des problèmes que nous avons tiennent de ces coupures qu'il y a dans la société entre, ce que j'appelle le royaume de Pétionville, une forteresse d'ailleurs complètement, qui est déjà assez mise à mal. Puis tu peux avoir Port-au-Prince et la campagne. Quand ils sont allés au Ghana et qu'ils commencent à parler à ce paysan qui vient, qui les écoute, mais qui ne pense pas du tout un mot, qui ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Tu as aussi ce rapport ville-campagne. Et je pense que ces subtilités-là ont échappé aux gens qui n'ont vu que la parenthèse enchantée. Ah, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est entre la pudibonderie et la vulgarité pour parler de l'intime. Or, l'intime, on peut en parler sans pudibonderie et sans vulgarité. Et par rapport à Port-au-Prince, tu as dit, à la page... Quand ils sont en voiture. 100, page 100 dans Guillaume et Nathalie, ma ville à moi, quand elle n'est pas en guenille, est en string et mini-jupe. Port-au-Prince putasse et dépravé. Port-au-Prince tissourite. Port-au-Prince alcool et paille. Port-au-Prince prédation qui a faim de chair fraîche. Petit garçon, petite fille, etc. etc. Mais Port-au-Prince, c'est ça. C'est ça. C'est aussi ça. Zokiki. Oui, donc si je parle, alors je n'ai pas mis Zokiki parce qu'à l'époque 2009, ça n'existait pas encore. Zokiki, c'est presque la prolongation de Tissouri. Donc, écoute, c'est Port-au-Prince. Donc j'en parle, oui, ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Et nos deux personnages vivent dans ce Port-au-Prince-là. Mais ce Port-au-Prince, c'est aussi, si vous allez à Lagos, au Nigeria, c'est ça aussi. Toutes les mégapoles du Sud se ressemblent.
Et c'est ça l'évolution du monde, parce qu'il y a cette concentration de population dans les villes qui font un mélange de gens qui viennent de la campagne, de gens qui étaient de la campagne d'une génération, de l'insécurité, parce qu'il y a la précarité. Et toutes les grandes villes métropoles du Sud vont évoluer comme ça. Et le monde va devenir de plus en plus vulnérable. Parce que quand tu as des catastrophes, puisqu'il y a plus de gens dans les villes, il y aura plus de morts. La moindre inondation. Tu vois. Et c'est ce sentiment que finalement, les Roses devient presque une parade. Une sorte de parade dans cet univers assez oppressant et angoissant. De parachute. Tout à fait. Tout à fait. Contre la chute. Absolument. Oui. Absolument. Il y a dans le monde un rhum reconnu comme étant le rhum des rhums, le rhum des connaisseurs, Barbancourt. Un rhum qui n'imite rien ni personne. L'original, le seul qui utilise exclusivement la canne du terroir. Depuis 1862, le rhum des Haïtiens, Barbancourt, le rhum des connaisseurs. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Les écrivains sont des lecteurs. Toi, tu es une lectrice vorace, on imagine bien. Et de quoi est constituée ta bibliothèque rêvée ou ta bibliothèque imaginaire de quel livre? Oh là là, ça fait beaucoup. Alors, je ne sais pas, je vais avoir des oublis, donc les oubliés me pardonneront. On va commencer avec Antigone, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. On va passer à des choses plus récentes comme Césaire, évidemment, Cahiers d'un retour au pays natal, la tragédie du roi Christophe. Roumain, de gouverneur de la Rosée. Jacques-Stéphane Alexis, pour moi, c'est l'espace d'un ciment que j'aime. Il y a Marie Chauvette, évidemment. Bien sûr, oui. Il y a Mishima. Il y a en Amérique latine pas mal aussi. Donc tu vois, il me faudrait faire un tour de la planète. Et tu as écrit aussi sur Faulkner. Ah, ça c'est un grand aussi. Parce que pour moi, les Américains, les Anglo-Saxons, particulièrement les Américains, comme leur roman, leur littérature a évolué avec le cinéma, il y a cette façon de raconter qui est unique. Et on n'a pas ça chez, par exemple, les Européens, particulièrement les Français, qui ont une littérature beaucoup plus cérébrale. Donc tu prends Faulkner, tu prends Steinbeck, c'est directement mis en image, c'est-à-dire qu'on peut en faire des films tout de suite. Faulkner m'a beaucoup intéressé parce que c'était un peu le monde du sud des États-Unis. Et pour moi, c'est un grand écrivain, bien qu'il ait eu lui-même, il n'était pas très clair avec le statut des Noirs aux États-Unis, mais c'est un grand, qui a commencé, il a ouvert le monologue intérieur. Avant Faulkner, le monologue intérieur, c'était que des balbutiements. Il y a eu Joyce qui est plus hermétique, mais Faulkner, oui. Ce qui est intéressant, que je vais voir que dans Colère, Marie Chauvet reproduit Faulkner. On a les 4 générations comme dans Faulkner. Et ça m'avait tellement intrigué qu'un jour j'ai demandé à Anthony Phelps, elle me dit, mais c'est vrai Yannick, parce que souvent elle parlait de Faulkner. Et comment tu as pu voir ça? Moi je m'intéressais tellement à Faulkner et je m'intéresse tellement à Marie Chauvet que j'ai pu faire le rapprochement. J'ai vu, et puis les thèmes sont les mêmes, l'innocence perdue. Tu as par exemple la sœur quand elle commence à fréquenter les hommes, elle s'appelle Rose, l'autre s'appelle Candy. La candeur, Rose qui est la pureté. Donc il y a tout ça. Et c'est intéressant de voir cette espèce de communication qu'il y a entre les œuvres. Il y a un auteur anglais que j'aime beaucoup, il s'appelle Laurence Durel, qui a fait le Quatuor d'Alexandrie. Je ne sais pas si tu connais ce magnifique sur... Je vais le lire, je ne connais pas encore. Alors il s'appelle Justine, Cléas. Il y a 4 regards sur la ville d'Alexandrie. Une pure merveille. Donc il y a beaucoup de... Il y a Louis Talfond que j'ai lu récemment, L'ombre du vent. Beaucoup. Je lis énormément.
Et quel type de rapport tu entretiens avec les jeunes écrivains d'ici ou d'ailleurs? Est-ce que Ah ben écoute, je les lis. La preuve, c'est que j'ai apporté un texte de Bonnel-Auguste qui vient de paraître. Oui, parce que moi, je suis quand même de la génération d'avant. Et je pense que si je suis sensible aux mutations sociales, culturelles, je dois être sensible aussi aux mutations de style. Et je suis donc très très attentive à ce que les jeunes écrivent. Bon, toi, ce que tu écris, moi j'ai beaucoup aimé le pyromane adolescent, je te l'ai dit. Merci. Kanasutra aussi. Et ce que fait Mackenzie, ce que fait Marvin. Marvin a écrit un très 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 beau texte qui est Cormélé. Chez Gallimard. Donc pour moi, c'est rafraîchissant et puis c'est même sécurisant. Je me dis, waouh, bon. Un héritage Voilà, qui est là et que je mérité. trouve qu'ils font très bien ça. Et Oui. je trouve que c'est bien. Non, au contraire, ça me rassure de savoir que bon, il y a des jeunes qui font des choses très très bien. Aux âmes bien nées, la valeur, le nombre des années. Voilà. Et Yannick, est-ce que tu voudrais partager avec nous des extraits des livres que tu as portés? Alors, il y a 2 livres que j'ai portés. D'abord, le livre de Bonnel, qui est un petit livre. Alors, les 2 livres, je pourrais dire, c'est sous le signe de la délicatesse. Bon, on manque tellement de ça aujourd'hui en Haïti. Oui, la délicatesse. Ça ne veut pas dire que ça n'aborde pas des problèmes, mais il y a comme une sorte de légèreté. Et puis, donc c'est une esthétique qui fait du bien. Parce que c'est à la fois la beauté, la légèreté et la gravité, il y a tout. Donc lui, c'est juste un personnage féminin dans la ville de Port-au-Prince. Et c'est entouré de musique. Il y a beaucoup de références au jazz. Et vraiment, c'est un premier livre que je recommande beaucoup. Et c'est Bonnel que tu connais. Oui, très bien. Et l'autre livre, c'est une jeune américaine d'origine japonaise et qui parle de la traversée de jeunes japonaises promises à des Japonais qui sont des travailleurs en Californie avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un fait d'histoire que les gens ignorent. Elles traversaient donc la mer pour aller rejoindre des hommes à qui on les avait déjà mariés à ces Japonais. Donc elles allaient rejoindre des maris qu'elles ne connaissaient pas. Des maris qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Et elle décrit la traversée. Et elle s'appelle Julie Otsuka. Elle a eu le prix féminin l'année dernière. Et le livre s'appelle Certaines n'avaient jamais vu la mer. Voilà. Il y a Rimbaud, justement, qui a dit « J'ai perdu ma vie par délicatesse ». Lui aussi, à 17 ans, qui n'avait pas encore vu la mer, qui a écrit Le bateau ivre. Je pense que c'est bien pour présenter Bonnel-Auguste et Julie Otsuka. Et est-ce que tu veux partager avec nous un petit extrait de la lune ou le soleil? Absolument. L'un ou l'autre. Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats, et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient jamais mangé toute leur vie durant que du gruau de riz, et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans, et c'étaient encore de petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs, passées, rapiécées et bien des fois reteints. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en image. Certaines étaient filles de pêcheurs et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l'océan nous avait pris un frère, un père ou un fiancé. Parfois une personne que nous aimions s'était jetée à l'eau par un triste matin pour nager vers le large. Et il était temps pour nous à présent de partir à notre tour. Très beau. Très beau. Très beau. Je vais le lire. Oui. C'est vraiment un très beau texte. Ah, merci, je vais le lire et je vais aussi lire Bonnel. Je n'ai pas encore vu son cri Lola. Et ce sera un plaisir de l'accueillir ici à Altitude pour qu'il en parle, pour parler aussi de sa poésie. Parce que Bonnel, en passant, Voilà, c'est un très bon poète, très grand poète. Et là, ce premier texte est très réussi. Quel cri. Voilà. Et bon, Yannick, il y a une question intime. Toi qui es dans l'intime, qui réhabilite même l'intime dans ton dernier roman, Guillaume et Nathalie. Et on sait maintenant que tous les ans, tu accouches un livre. Mais derrière Yannick, on ne sait pas si y a des hommes, c'est-à-dire des enfants
ou des filles comment ça se passe? Est-ce que Yannick Laens, c'est juste la romancière qui produit, qui enfante un livre par an? Et est-ce que Yannick on sait très peu de choses sur Yannick dans la vie réelle, parce que tu es une personne réelle, là on voit bien. Alors d'abord, je vais rectifier, je n'enfante pas un livre par an. D'ailleurs, je pense que je ne produis pas beaucoup quand on compare à Gary Victor. Ces dernières années, au moins un livre par an. Oui, oui, oui. Mais derrière ça, il y a une femme qui est quand même obligée de... D'abord, je dois rendre hommage à ma famille qui est patiente, parce que ce n'est pas évident de vivre tous les jours avec un écrivain ou une écrivaine, parce que ce n'est pas évident. Parce qu'on doit être assez, comment je dirais, on ne doit pas rendre la vie facile tous les jours aux autres, parce que la création, ça demande une part d'égoïsme, ça demande une part de solitude. Donc la famille est solidaire de ta solitude? Oui, la solitude, tu es obligé de l'arracher. Quand tu l'arraches à des gens que tu n'aimes pas, ça va. Tu les envoies promener, mais l'arracher à des gens que tu aimes, c'est un peu plus compliqué. Il te faut créer ton espace et ton temps. Bon, moi, comme je produis le soir, j'attends que toute la maison soit endormie, c'est plus calme, et voilà. Et ça me permet de produire. Ceci dit, moi, quand je suis pas un écrivain ou une écrivaine qui revendique une écriture féminine ou qui a un combat féministe. Cependant, parce que quand je commence à écrire, il y a des préoccupations qui sont les miennes et je suppose qu'ils rencontrent des préoccupations d'écrivains hommes. Par exemple, pour moi, la grande question, c'est qu'est-ce qui nous arrive et qui n'arrête pas de nous arriver? Haïti. Mais je vois que de plus en plus, je pourrais poser la question pour le monde, tu vois. C'est pour ça que je suis très sensible aux mutations. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? J'en parlais tout à l'heure avec toi. Mais je me rends compte qu'une fois l'œuvre produite, tout de suite on te met dans une case. C'est une femme qui a produit, donc certainement que tu avais des préoccupations de femme qui écrit, pas du tout. Mais la réception te renvoie à ton statut de femme et à ta condition de femme. Et c'est là que des débats arrivent sur la question. D'où on essaie d'écrire dans l'œil du cyclone. Exactement, que je vais faire, que je vais travailler là, et j'ai une proposition de Rodney pour que j'en fasse un petit essai l'année prochaine. Voilà, qui dirige les éditions Mémoire, pour dire que les femmes écrivent dans l'œil du cyclone. Donc je pense que c'est la réception qui nous renvoie à ce conditionnement et que moi personnellement, quand je suis assise devant ma table de travail, je me pose des questions d'écrivain et je me pose des questions esthétiques. Revenons encore à ta condition d'arbre, de femme, de tout ce qu'on veut, parce que quand on écrit, tout à l'heure on parlait de l'androgynie par rapport à cette manière d'habiter aussi le corps de l'homme, le corps de Guillaume. Voilà. Mais en même temps, on sait que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile que pour les hommes. Et beaucoup de femmes, par exemple de la musique, commencent à créer, et puis quand elle tombe enceinte par exemple, eh bien, tu n'entends plus parler d'elle. Dans l'écriture, c'est la même chose. Ici par exemple, on peut voir dans les ateliers d'écriture, il y a beaucoup de femmes, mais dans l'espace littéraire, elles sont... C'est vrai qu'il y a un combat. On ne voit pas beaucoup de femmes. Et le combat, on doit commencer par le faire chez soi. C'est-à-dire que oui, c'est un temps que tu voles sur ce qu'on définit comme étant le travail domestique de la maison des femmes. Parce que une chose très prosaïque, s'il manque du sucre, on va pas demander, on va demander, toi qui, même si tu écris, madame, il n'y a pas de sucre. Ou bien on a oublié d'acheter le café, ou on a oublié d'acheter, bon. C'est tout un conditionnement pour que, bon, il y a peut-être un partage, pour que les gens se rendent compte que il y a quelque chose de très solitaire. Donc forcément, quand tu construis ton territoire de solitude... Ta chambre à soi, comme l'a dit... Tu le voles aux autres. Voilà. Il n'y a rien à faire, tu le voles aux autres. Et une femme qui doit pouvoir justement s'imposer, non seulement dans son travail de création, mais s'imposer au moment de la réception. Parce que là, on va te renvoyer, par exemple dans Guillaume et Nathalie, on te renvoie, ah c'est une littérature de bonne femme. Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je ne vais pas écrire un petit texte où je vais définir la littérature des bons hommes? C'est quoi une littérature de bons hommes? J'aimerais bien.